Si tu as entre 18 et 25 ans, il existe un outil en France qui te permet d'investir en bourse avec une fiscalité ultra avantageuse. Ce dispositif, c'est le PEA Jeune. Un cadre légal simple, accessible dès 18 ans, qui permet de prendre date fiscalement très tôt, ce qui est un énorme avantage quand on comprend comment fonctionne réellement la fiscalité française. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que tu dois savoir sur le PEA Jeune pour que cela soit la seule vidéo dont tu aies besoin de regarder pour tout comprendre sur le sujet. Et on va voir pourquoi il peut véritablement devenir une arme patrimoniale si on l'utilise intelligemment. Parce que le système scolaire français ne forme quasiment pas à l'investissement. Résultat, à nos 18 ans, on parle permis, études, logement, mais très peu investissement ou fiscalité. Et je pense qu'à 18 ans, comprendre le PEA Jeune, c'est vraiment un gros avantage qu'on peut avoir financièrement dans notre vie. Et le PEA Jeune, c'est une version spécifique du PEA classique, donc du plan épargne en action. Il s'adresse aux jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents et très peu de banques le mettent réellement en avant. Et du coup, pourquoi c'est une arme fiscale si puissante? Parce que c'est pas le montant investi qui est puissant, c'est le temps. Le PEA fonctionne avec une règle clé. Après 5 ans, les plus-values sont exonérées d'impôts sur le revenu hors prélèvements sociaux de 18,6% sur tes gains. Ça signifie que si tu ouvres ton PEA Jeune à 18 ans, à tes 23 ans, il est déjà fiscalement mature. Et cela, même si tu y as mis que 500 ou 1000 euros au départ. Bref, tu auras pris date. Et en matière d'investissement, prendre date tôt est un avantage stratégique énorme. Ouvrir un PEA à 18 ans, c'est créer une enveloppe fiscale qui peut potentiellement durer 40 ou 50 ans et très peu d'outils offrent un tel levier temporel. Et donc cette vidéo s'adresse à 3 profils. Premièrement, les étudiants de 18 à 25 ans. Si c'est ton cas, tu gagnes peut-être un peu d'argent aujourd'hui, mais ouvrir un PEA Jeune ne nécessite pas d'investir des milliers d'euros. Donc ça correspond parfaitement à ton cas spécifique. Deuxième cas, c'est les jeunes actifs encore rattachés au foyer fiscal. Premier salaire, premier excédent d'épargne, c'est souvent le moment où de mauvaises habitudes financières se créent. Et comprendre le PEA Jeune, c'est structurer intelligemment le début de son patrimoine. Et troisième profil qui peut être intéressé par cette vidéo, c'est les parents. Parce que beaucoup ouvrent des livrets A ou des assurances vie pour leurs enfants. Mais très peu savent que leur enfant majeur rattaché fiscalement peut ouvrir un PEA Jeune indépendant. C'est une opportunité supplémentaire, légale et structurante. Et la différence entre quelqu'un qui commence à investir à 18 ans et quelqu'un qui ne commence que à 30 ans ne se joue pas uniquement sur les montants investis. Ça se joue sur plus de 12 années de capitalisation en plus, 12 années de maturité fiscale en plus, 12 années d'apprentissage en plus. Et ça, c'est impossible à rattraper. Partie 1. C'est quoi exactement un PEA Jeune? Le PEA Jeune, c'est une version spécifique du PEA classique, donc le plan épargne en action. Et le PEA Jeune est destiné aux 18-25 ans qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Concrètement, c'est une enveloppe fiscale, c'est un support sur lequel tu pourras investir. Ça te permet d'investir en actions européennes et en ETF éligibles. Donc dessus, pas de crypto-monnaie, pas de matières premières, pas d'obligations ou d'autres choses. Bref, c'est uniquement des actions. Et ça offre après 5 ans une exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values. Mais tu auras toujours des prélèvements sociaux, tu paieras 18,6% sur tes gains au lieu de 31,4% sur un compte titre par exemple. Et le PEA Jeune, c'est pas un produit jeune au sens marketing du terme. C'est pas un PEA qui est récent. C'est un vrai PEA avec la même mécanique fiscale que le PEA classique, mais adapté, comme j'avais déjà dit, aux jeunes qui sont encore rattachés fiscalement au foyer fiscal de leurs parents. Et l'objectif principal, c'est de permettre de prendre date le plus tôt possible. Et donc, il est essentiel de comprendre la distinction avec le PEA classique. Le PEA classique est accessible à toute personne majeure, fiscalement indépendante, résidente fiscale en France et avec comme caractéristique principale, on a un plafond de versement de 150 000 euros, une exonération d'impôt sur le revenu après 5 ans hors 18,6% de prélèvements sociaux et c'est un seul PEA par personne. Et lui, le PEA Jeune est réservé aux 18-25 ans qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents et avec comme spécificité un plafond de versement limité à 20 000 euros, la même fiscalité que le PEA classique, donc après 5 ans, 18,6% d'impôts qui sont les prélèvements sociaux. Et ça devient automatiquement un PEA classique lorsque le jeune devient fiscalement indépendant ou lorsqu'il a passé ses 25 ans. Et un foyer fiscal peut donc cumuler 2 PEA, un par parent, donc 150 000 euros chacun de limite de versement et un ou plusieurs PEA jeunes avec 20 000 euros de limite de versement. Et la logique derrière le PEA Jeune, c'est d'encourager l'investissement des jeunes dans les entreprises européennes. Et le PEA permet d'investir principalement en actions européennes et ETF éligibles et ça alimente les marchés financiers européens et ça soutient indirectement le financement des entreprises. Ça permet aussi d'habituer les jeunes à l'investissement long terme. Et en France, l'épargne est très orientée vers les livrets réglementés. Et notre culture actionnariale est faible comparée aux États-Unis. Et maintenant, nuance très importante sur le PEA Jeune. Le PEA Jeune, du coup, c'est pas un livret A amélioré. C'est pas un compte d'épargne garantie. C'est pas un produit sécurisé avec un capital protégé. C'est une enveloppe fiscale qui permet d'investir en actions. Et qui dit action dit donc marché financier, donc de la volatilité et donc des fluctuations parfois importantes.
Donc on peut avoir un risque réel de perte en capital, surtout à court terme. Et certaines années, ça peut monter fortement et d'autres années, ça peut baisser de 10-20% selon ce qu'on met dedans. Et ça, c'est la nature même des marchés financiers et surtout du marché action. Et c'est pour ça que le PEA jeune doit être pensé avec un horizon long terme. C'est pas un placement court terme, c'est un horizon moyen long terme parce qu'on parle de plusieurs années et c'est 5 ans minimum et en réalité bien plus si l'objectif est patrimonial. Donc oui, la fiscalité est attractive, mais elle ne supprime absolument pas le risque de marché. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette distinction. L'avantage fiscal optimise la performance nette du coup après impôt, mais ça ne garantit jamais la performance. Partie 2, conditions d'éligibilité. Maintenant qu'on a compris dans les grandes lignes ce qu'est le PEA jeune, il faut être très clair sur les conditions pour pouvoir l'ouvrir. On les a déjà vues rapidement avant, mais on va repasser dessus avec un peu plus de nuances. Donc, première condition, je l'ai déjà dit, il faut avoir entre 18 et 25 ans parce que le PEA jeune est réservé aux majeurs. On ne peut pas en ouvrir un avant 18 ans et à partir de 26 ans, même s'il n'a pas été encore ouvert, ce n'est plus possible. Deuxième condition, et c'est la plus importante, il faut être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Concrètement, ça signifie que si vous ne faites pas votre propre déclaration d'impôt indépendante, du coup, vous serez toujours intégré dans la déclaration fiscale de vos parents. C'est précisément pour cette raison que ce dispositif existe. En principe, une personne rattachée au foyer fiscal de ses parents ne peut pas ouvrir un PEA classique si les parents en ont déjà. Comme c'est maximum 2 PEA par foyer fiscal, le PEA jeune a été créé pour contourner cette limitation et permettre aux jeunes majeurs de commencer à investir avant leur indépendance fiscale. Et troisième condition, bien sûr, il faut être résident fiscal français. Le PEA, qu'il soit classique ou jeune, est un dispositif fiscal français et donc réservé aux personnes dont la résidence fiscale est située en France au moment de l'ouverture. Donc si ces 3 critères sont remplis, l'ouverture est juridiquement possible. Maintenant, on va aller sur quelques cas particuliers parce que beaucoup de jeunes se posent des questions. Imaginons qu'on soit un étudiant salarié, donc le fait de percevoir un salaire ne change rien. Tant que vous restez rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous pouvez très bien être étudiant, avoir un job à côté, gagner un revenu et ouvrir un PEA jeune si vous êtes toujours fiscalement rattaché à vos parents. Et pareil, si vous êtes alternant, c'est la même logique. Un alternant perçoit donc un salaire, parfois significatif, mais s'il est encore rattaché fiscalement à ses parents, il reste éligible au PEA jeune. Et le statut professionnel n'est pas le critère déterminant. Ce qui est déterminant, c'est le rattachement fiscal qui compte. Pareil, si on est jeune entrepreneur, si vous avez créé une micro-entreprise ou une société, ça ne vous empêche pas d'ouvrir un PEA jeune. Là encore, la question centrale, c'est êtes-vous fiscalement rattaché ou non à vos parents? Et donc, un jeune entrepreneur peut être rattaché à ses parents et donc ouvrir un PEA jeune. En revanche, s'il a choisi ou s'il est contraint de faire sa propre déclaration fiscale indépendante, il ne sera donc plus éligible. Maintenant, que se passe-t-il si on se détache fiscalement? Donc là, c'est un point clé. Lorsqu'on cesse d'être rattaché au foyer fiscal des parents, le PEA jeune ne disparaît pas, il se transforme automatiquement en PEA classique. Il n'y a pas de fermeture, pas de perte d'antériorité fiscale, l'ancienneté continue de courir normalement. Le plafond évolue également, parce que le PEA jeune est limité à 20 000 € de versement et une fois qu'on passe à un PEA classique, eh bien le plafond de versement est à 150 000 €. Et les sommes déjà versées viennent simplement s'amputer sur ce nouveau plafond. Par exemple, vous avez ouvert un PEA jeune à 19 ans, vous avez versé par exemple 8 000 €, et bien à 23 ans, vous devenez fiscalement indépendant, donc votre plan devient un PEA classique, vous pourrez alors verser jusqu'à 142 000 € supplémentaires pour atteindre le plafond de 150 000 €. Et donc cette antériorité fiscale ne repart pas à zéro. Si votre PEA jeune a plus de 5 ans au moment où vous vous détachez fiscalement de vos parents, votre PEA qui va devenir classique restera fiscalement mature. Et donc ça, c'est un point stratégique. Ça signifie qu'on peut prendre date très tôt, même avec de faibles montants, puis continuer à alimenter l'enveloppe une fois qu'on est devenu indépendant fiscalement. Partie 3, plafond et fonctionnement. Maintenant, passons au fonctionnement concret du PEA jeune, parce que c'est souvent là que se situent les incompréhensions. Le premier point à connaître, c'est le plafond de versement. Le PEA jeune est limité à 20 000 € de versement, comme je vous l'ai déjà dit juste avant. Mais attention à un point technique important, on parle bien de versement, pas de valeur totale du compte. Donc si vous versez 10 000 € et que vos investissements prennent de la valeur pour atteindre par exemple 18 000 ou 25 000 €, ce n'est pas un problème. Le plafond ne concerne que l'argent que vous avez injecté au départ, pas les gains générés. Deuxième point, comment s'intègre-t-il au plafond global du foyer fiscal? Donc le plafond de 20 000 € du PEA jeune est indépendant des plafonds des parents. Un parent peut avoir son propre PEA classique plafonné à 150 000 €, l'autre parent également, et l'enfant rattaché peut avoir son PEA jeune avec un plafond distinct de 20 000 €. Donc ça permet à l'échelle d'un foyer fiscal d'augmenter la capacité globale d'investissement dans le cadre fiscal du PEA. Ça, c'est un levier souvent méconnu. Et ensuite, les versements sont totalement libres. Il n'y a aucune obligation de verser une somme minimale chaque mois. Vous pouvez investir 100 € une année et rien l'année suivante, puis 2 000 € plus tard.
La souplesse est du coup totale avec cette enveloppe. Il n'y a pas non plus d'obligation de régularité, contrairement à certains produits d'épargne bancaire ou assurantiels qui encouragent les versements programmés. Le PEA jeune n'impose aucun rythme. Et enfin, il n'existe aucun plafond de gain. Vous êtes limité du coup à 20 000 € de versement, mais si votre portefeuille double, triple ou plus sur le long terme, il n'y a aucune limite à la performance accumulée à l'intérieur du plan. Et ce point est fondamental puisque la vraie puissance du PEA ne vient pas du plafond de versement, mais de l'absence de plafond sur la capitalisation. Partie 4, fiscalité, les vrais avantages. Le principe est simple, après 5 ans de détention, les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu. Concrètement, ça signifie que si vous vendez des actions ou des ETF avec une plus-value après 5 ans et que vous récupérez l'argent sur votre compte, vous ne payez pas l'impôt sur le revenu sur ce gain, uniquement les prélèvements sociaux de 18,6%. Parce que oui, le PEA jeune comme le PEA classique est une enveloppe capitalisante. Donc si vous faites des gains sur des plus-values ou que si vous réceptionnez des dividendes et que vous ne retirez pas l'argent de votre PEA vers votre compte bancaire, vous n'êtes pas imposé. Et contrairement au compte titre, où dans ce cas, vous êtes imposé à chaque vente de titre ou chaque réception de dividendes. Et sur la fiscalité, ce n'est pas zéro impôt. On a toujours, comme je l'ai dit, les prélèvements sociaux qui restent dus. Aujourd'hui, ils sont de 18,6% et ils s'appliquent sur la part de gain au moment du retrait. Il faut bien distinguer les deux notions. Impôt sur le revenu exonéré après 5 ans et après, on a prélèvements sociaux qui sont toujours dus sur les gains. Et maintenant, que se passe-t-il si on retire notre argent du PEA avant 5 ans? En cas de retrait avant 5 ans, le plan est en principe clôturé, sauf cas particuliers qui sont prévus par la loi. Et les gains réalisés sont alors soumis à la fiscalité en vigueur. En général, le prélèvement forfaitaire unique, souvent appelé flat tax, maintenant à 31,4%. Et cette flat tax comprend 12,8% d'impôt sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux. Autrement dit, le bénéfice fiscal disparaît si l'horizon de 5 ans n'est pas respecté. Et c'est pour ça que le PEA doit être envisagé comme un outil de moyen ou de long terme. Et après 5 ans, du coup, la situation change complètement. On peut effectuer des retraits partiels sans entraîner la clôture du plan, donc du PEA. Et donc le PEA continue d'exister. On peut conserver nos investissements, en vendre une partie et retirer des liquidités tout en maintenant l'intériorité fiscale. En revanche, après un retrait, il n'est plus possible de faire de nouveaux versements si le plan a déjà atteint son plafond. Et c'est une nuance technique à connaître. Et pour comprendre l'intérêt du PEA jeune, il faut le comparer aux alternatives. Le compte titre ordinaire d'abord. Sur un compte titre ordinaire qu'on appelle CTO, chaque plus-value réalisée est immédiatement imposable. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une enveloppe non capitalisante et pareil pour les dividendes. Et la fiscalité standard est la flat tax de 31,4% à chaque vente ou réception de dividendes. Il n'y a aucun délai d'exonération, il n'y a pas d'enveloppe fiscale protectrice, alors que le PEA, lui, permet de capitaliser pendant des années sans frottement fiscal tant que vous ne retirez pas l'argent. Ensuite, sur l'assurance vie bénéficie aussi d'un cadre fiscal avantageux. Donc, ce qui se passe, on a un abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune. Et ça, sur nos gains lors des rachats. Et l'assurance vie est aussi une enveloppe capitalisante comme le PEA et contrairement au CTO, donc le compte titre. Et l'assurance vie, c'est un contrat d'assurance avec des supports variés, dont des fonds en euros avec capital garanti, mais une performance assez faible à 2 voire 3% par an. On a aussi des unités de compte qui sont non garanties, qui peuvent vous faire gagner plus d'argent, mais du coup, c'est plus risqué. Et en matière d'investissement action long terme, le PEA est souvent plus direct et plus lisible fiscalement. Et enfin, le livret A. Le livret A, c'est totalement exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux, mais son rendement est fixé par l'État et reste structurellement limité plus on est plafonné. Il n'y a aucun risque de perte en capital dessus, mais il n'y a pas non plus de potentiel de performance lié au marché financier. Et le PEA, à l'inverse, offre un potentiel de rendement supérieur sur le long terme, mais avec un risque de marché réel. Partie 5, que peut-on acheter dans un PEA jeune? Donc rapidement, on peut y acheter 3 grandes catégories d'instruments. D'abord des actions européennes. Concrètement, ça signifie des actions de sociétés dont le siège est situé dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen sous certaines conditions fiscales. On peut donc investir directement dans des entreprises françaises, allemandes, néerlandaises, espagnoles, italiennes, etc. Ensuite, on a des ETF éligibles au PEA. Un ETF ou fonds indiciel coté, c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice boursier. Par exemple, un indice regroupant les grandes entreprises européennes. Et c'est aujourd'hui l'outil le plus utilisé dans un PEA pour investir de manière diversifiée et à faible coût. Et enfin, on a certains fonds d'investissement traditionnels à condition qu'ils respectent les critères d'éligibilité du PEA, notamment une exposition majoritaire aux actions européennes. Et le point clé, c'est que le PEA est conçu pour orienter l'épargne vers les entreprises européennes. En revanche, vous ne pouvez pas acheter directement des actions américaines comme Apple, Microsoft ou Nvidia dans un PEA. La raison est simple, le PEA est un dispositif fiscal français destiné à soutenir l'investissement dans les entreprises européennes. Les actions américaines en direct ne respectent pas les critères d'éligibilité. En revanche, il est possible d'investir indirectement
aux États-Unis via certains ETF éligibles au PEA. Il existe des ETF dits monde éligibles au PEA et c'est là que la mécanique devient intéressante. Certains ETF domiciliés en Europe utilisent une structure financière particulière appelée ETF synthétique. Ils sont souvent basés sur des contrats d'échange qu'on appelle les swaps pour répliquer la performance d'indices mondiaux comme le MSCI World, un ETF monde. Concrètement, ça permet d'avoir une exposition aux marchés américains et internationaux tout en restant juridiquement éligible au PEA. Et c'est une subtilité technique importante. Même si le PEA est orienté Europe, il est possible d'obtenir une diversification mondiale via des ETF structurés pour respecter les règles du plan. Et ça permet à un jeune investisseur de construire un portefeuille largement diversifié sans sortir du cadre fiscal avantageux. Partie 6. Les risques et erreurs à éviter. Le PEA jeune, c'est une enveloppe fiscale intéressante. Mais mal utilisée, ça peut devenir vraiment contre-productif. Première grosse erreur, c'est confondre PEA et épargne garantie. Le PEA, c'est pas un livret réglementé. Ce n'est pas un capital sécurisé, ce n'est pas un placement à rendement fixé par l'État. À l'intérieur du PEA, vous investissez en actions ou via des ETF actions. Ça signifie que la valeur de votre portefeuille peut fluctuer fortement. Et certaines années, les marchés peuvent prendre ou perdre 15, 20%, voire plus. Et si vous ouvrez un PEA avec l'idée que ça ne peut pas baisser, vous partez du coup avec une mauvaise compréhension du risque. Et une mauvaise compréhension du risque conduit souvent à de mauvaises décisions, notamment vendre au mauvais moment. Deuxième erreur, retirer avant 5 ans sans comprendre les conséquences fiscales. Le délai de 5 ans n'est pas symbolique, il conditionne l'avantage fiscal du PEA. Un retrait avant 5 ans entraîne en principe la clôture du plan et la perte de l'avantage fiscal. Les gains sont alors soumis à la fiscalité classique, généralement à hauteur de 31,4%. Et beaucoup de jeunes ouvrent un PEA sans intégrer cette contrainte temporelle. Si vous pensez avoir besoin de cet argent dans 2 ou 3 ans, ce n'est probablement pas la bonne enveloppe fiscale pour investir. Troisième erreur, acheter au hasard. Parce que le PEA donne accès à des centaines d'actions et ETF et c'est pas parce qu'un actif est éligible qu'il est pertinent dessus. Investir dans une entreprise simplement parce qu'elle est connue ou populaire, c'est pas une stratégie pour moi. Il faut comprendre ce qu'on achète, quoi le secteur, est-ce que c'est diversifié, le niveau de risque, les frais si on prend des ETF, etc., etc. Le PEA, c'est pas un terrain de jeu, c'est une enveloppe de construction patrimoniale. Quatrième erreur, ne pas diversifier. Mettre 100% de son PEA sur une seule action ou un seul ETF, ça expose à un risque spécifique important. Par exemple, si une entreprise traverse une difficulté structurelle, votre portefeuille peut en souffrir du coup durablement. Et la vraie diversification, ça permet de réduire ce risque spécifique. Et les ETF vraiment larges ou avoir différents ETF qui sont vraiment différents, qui répliquent des indices diversifiés, sont souvent utilisés pour cette raison. Cinquième erreur, investir dans l'argent dont on a besoin à court terme. Un étudiant ou un jeune actif peut avoir des dépenses imprévues. Logement, mobilité, études, projets perso. Et l'argent placé sur un PEA doit être de l'épargne de long terme. On ne doit pas avoir besoin d'argent sur du court terme pour vivre ou pour un projet imminent et qu'on va mettre sur ce PEA. Parce qu'avant d'investir, il est généralement recommandé d'avoir une épargne de précaution 6, 9 mois à 12 mois de dépenses sur des livrets réglementés sur lesquels l'épargne est liquide. Sixième erreur, elle est plus technique, mais c'est ignorer la fiscalité cachée des dividendes étrangers. Le PEA est une excellente enveloppe pour capitaliser sur le long terme. Mais si votre objectif principal, c'est de chercher du dividende étranger, vous devez comprendre qu'une partie du rendement peut se perdre avant d'arriver dans votre plan épargne action. Parce que quand une entreprise étrangère verse un dividende, son pays peut appliquer une retenue à la source. Et cette retenue est prélevée en amont au moment du pays d'origine. Et dans un PEA, elle n'est généralement pas récupérable. Ça s'explique simplement parce que sur le PEA après 5 ans, il n'y a pas d'impôt, uniquement des prélèvements sociaux. Donc on ne peut pas faire de crédit d'impôt puisqu'on ne paye pas d'impôt, uniquement des prélèvements sociaux. Et donc résultat, on peut avoir une friction fiscale invisible qui réduit le rendement réel, surtout si on cible volontairement des zones ou des stratégies fortement orientées dividendes. Et au niveau des ETF, avec un ETF physique, le fonds détient réellement les actions de l'indice en portefeuille. Il encaisse donc les dividendes des sociétés détenues, mais souvent qui sont déjà amputés de la retenue à la source appliquée par les pays concernés. Ensuite, l'ETF peut soit redistribuer ses dividendes, ou ce qu'on appelle un ETF distribuant, soit les réinvestir automatiquement dans le fonds, ce qu'on appelle les ETF capitalisants. Le choix capitalisant ou distribuant change surtout la manière dont vous percevez le rendement en cash ou en réinvestissement, mais ne supprime pas nécessairement la retenue à la source si les dividendes existent et s'ils sont encaissés par le fonds. Et donc la domiciliation de l'ETF, Irlande, Luxembourg, France, etc., peut influencer la façon dont ces flux sont traités et donc l'ampleur de certaines frictions. Mais ça ne rend pas le sujet gratuit. Dès qu'il y a des actions étrangères détenues en direct, il y a souvent une fiscalité à la source quelque part. Et sur des ETF physiques irlandais, la retenue est à 15%, alors qu'au Luxembourg ou en France, elle est à 30% maximum. Avec un ETF synthétique, la logique peut être différente car la réplication passe par un swap et dans ce cas, l'ETF ne réplique pas forcément l'indice en encaissant directement les dividendes des actions sous-jacentes, mais via un contrat qui délivre
une performance de type Total Return. Donc selon la structure exacte, cela peut limiter certaines frictions liées aux retenues à la source sur dividende, mais ça implique aussi de comprendre vraiment le fonctionnement du swap et le risque de contrepartie, même s'il est assez encadré en Europe. Autrement dit, le PEA est idéal pour construire et faire croître un capital, mais dès qu'on raisonne en rendement dividende étranger, il faut intégrer les frottements fiscaux du dividende, regarder le type de réplication et si l'ETF est physique, vérifier sa domiciliation et son mode de distribution pour éviter de surestimer le rendement réel. Bref, c'est une erreur souvent faite mais qui est plus technique à comprendre. Partie 7, maintenant, où ouvrir son PEA jeune. Une fois qu'on a décidé d'ouvrir un PEA jeune, la question la plus importante, c'est pas quel est le meilleur PEA jeune, mais quel est le meilleur PEA jeune pour notre cas spécifique. Parce qu'en réalité, deux personnes peuvent choisir deux établissements différents et avoir toutes les deux raisons. Simplement parce qu'elles n'ont pas le même budget, pas la même fréquence d'investissement, pas la même autonomie et pas les mêmes besoins à court terme, moyen ou long terme. Et donc l'objectif, c'est de choisir une plateforme qui permet d'investir simplement, régulièrement, avec le minimum de friction et sans se faire grignoter son argent par des frais inutiles. Et la première grande décision, c'est le type d'établissement. Et d'un côté, on a les banques traditionnelles et de l'autre, on a les courtiers en ligne. Les banques traditionnelles séduisent souvent parce qu'elles donnent une impression de sécurité et de simplicité. On a parfois un conseiller, tout est regroupé au même endroit et on reste dans notre écosystème bancaire qu'on connaît bien. Et sur le papier, c'est assez confortable. Le problème, c'est que ce confort a souvent un coût, les frais de courtage sont fréquemment plus élevés et il peut y avoir des frais annexes, tenue de compte, droits de garde, etc. Et quand on démarre jeune, on investit souvent par des petits montants et dans ce cas, les frais élevés font souvent beaucoup plus de dégâts que ce qu'on peut imaginer. Et payer 2, 5 ou 8 euros par ordre quand on investit, 50 ou 100 euros, c'est parfois l'équivalent de plusieurs pourcents de notre investissement qui disparaissent immédiatement. Et donc ça casse la logique de progression et d'intérêt composé. A l'inverse, les courtiers en ligne sont construits autour d'une idée simple, faciliter l'investissement. En général, on y trouve des frais plus bas, plus de choix et une interface pensée pour acheter des actions ou des ETF rapidement. Ils donnent souvent accès à un univers d'ETF plus large, ce qui est crucial si notre stratégie c'est d'investir passivement avec des ETF diversifiés. En revanche, ils demandent parfois plus d'autonomie. Personne ne va nous prendre par la main et c'est à nous de savoir ce qu'on va faire ou au minimum d'avoir une stratégie simple et claire. Par exemple, d'investir régulièrement dans un ou plusieurs ETF. Ensuite, il faut aussi analyser l'univers d'investissement proposé. C'est quoi les actions et les ETF qui sont éligibles sur ce PEA. Mais pour moi, c'est pas la chose la plus importante à regarder parce que sur le PEA, on a quand même accès à beaucoup de produits, que ce soit en actions, en ETF. Parfois, oui, il peut y avoir des petites différences. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est de regarder la qualité et la pertinence de l'offre et donc du courtier. Est-ce qu'on a accès facilement aux ETF les plus utilisés pour une stratégie long terme? Est-ce que l'interface nous permet de les trouver rapidement? Est-ce que les informations affichées sont claires? Par exemple, le nom, le type de réplication, capitalisant, distribuant, les frais, la place de cotation. Bref, un catalogue énorme peut être contre-productif si on se perd dedans. Parce que pour moi, l'idéal pour un jeune investisseur, c'est une offre suffisamment riche pour construire une stratégie efficace sans que ça soit un labyrinthe. Le point central reste les frais, parce que ce sont eux qui déterminent si ton PEA jeune sera un outil de construction patrimoniale ou une machine à grignoter ton rendement. Tu dois comparer au minimum 4 éléments. D'abord, bien évidemment, les frais de courtage, c'est-à-dire le coût d'un ordre d'achat ou de vente, qui sont cruciaux si on investit régulièrement de petits montants, car ce sont eux qui font la différence entre une stratégie viable et une stratégie qui s'étouffe. Ensuite, les frais de tenue de compte ou droits de garde. Si on nous facture chaque année simplement pour détenir un PEA, c'est rarement une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs en ligne qui n'en facturent pas du tout. Troisième élément, les frais d'inactivité ou les conditions de gratuité. Il y a certains établissements qui imposent un abonnement mensuel ou des frais si on ne passe pas un certain nombre d'ordres. Et au début, je ne pense pas qu'on va investir beaucoup d'argent quand on se débute dans l'investissement. On voudrait y aller plutôt progressivement. Donc si on prend une offre avec des contraintes, on risque de payer inutilement des choses dont on n'a pas besoin. Et quatrième élément, les frais de transfert. Ce n'est pas le plus visible au départ, mais c'est assez important parce que si on souhaite changer d'établissement dans 2 ou 3 ans, parce qu'on trouve mieux ailleurs, il y a une autre offre qui vient d'apparaître qui est beaucoup mieux, qui nous correspond mieux, parce qu'il y a certains prestataires qui facturent le transfert des lignes ou la clôture, et donc il vaut mieux savoir ça dès le départ. Et au-delà des frais, il y a un critère aussi souvent sous-estimé, c'est la simplicité de l'interface et la qualité de l'expérience mobile. Un PEA jeune, c'est souvent le premier vrai compte d'investissement. Et si l'application est confuse, si les ordres sont compliqués, si on ne comprend pas les types d'ordres, si on ne voit pas clairement notre portefeuille et nos positions, on risque de faire des erreurs, de procrastiner ou de nous décourager. Et une bonne interface doit nous permettre de faire 3 choses facilement. Comprendre ce que l'on détient, investir en quelques clics et surtout suivre notre évolution de notre portefeuille sans être obsédé par les variations quotidiennes. Bref, c'est un vrai équilibre à trouver parce qu'une interface trop trading peut nous pousser à bouger notre portefeuille trop souvent alors qu'une interface trop old school peut être lente et peu adaptée à notre investissement. Donc l'idéal, c'est une application claire, fluide et pensée pour l'investissement à long terme. Et pour investir, il faut aussi être réaliste dans notre manière de fonctionner. Si on est du genre à investir tous les mois un petit montant, on a besoin d'un établissement qui n'explose pas notre coût par ordre. Et si on investit plutôt de temps en temps de plus gros montants, la sensibilité aux frais est un peu différente. Autre critère, si on veut regrouper tous nos comptes au même endroit, alors
une banque en ligne peut être cohérente, même si elle n'est pas la moins chère, tant que les frais restent bien sûr raisonnables. Aussi, si on veut le maximum de TF, une approche très investissement, un courtier spécialisé est souvent plus logique. Et si on n'a aucune envie de gérer, on peut avoir des PEA jeunes en gestion pilotée, ça peut se défendre, mais bien sûr si on accepte les frais supplémentaires et si on comprend le style de gestion proposé. Donc maintenant qu'on a compris ça, comment ouvrir un PEA jeune dans la pratique? Donc une fois qu'on a choisi l'établissement, l'ouverture se fait généralement en ligne. On a le formulaire, la vérification d'identité, le justificatif de domicile et parfois un RIB. Certaines banques traditionnelles permettent aussi une ouverture en agence, mais dans tous les cas, le plus important, ce n'est pas l'ouverture en elle-même, c'est la cohérence du choix. On veut un compte qu'on gardera longtemps car l'intérêt du PEA se construit avec le temps. Parce que si on change tous les ans de PEA, on va potentiellement payer des frais de transfert, perdre du temps surtout administratif et c'est rarement optimal. Donc pour aider à faire ce choix sans tomber dans les pièges classiques, j'ai réalisé un comparatif détaillé des meilleurs PEA et PEA jeunes selon les critères qui comptent vraiment. Donc niveau de frais, simplicité d'utilisation, qualité d'offre et accessibilité pour un jeune investisseur. J'ai aussi fait une vidéo explicative pour guider étape par étape. Le lien est en description et ça permettra de choisir l'établissement le plus adapté à un cas spécifique, à un profil spécifique et ça peut faire gagner quand même beaucoup de temps que de fouiller partout sur Internet. Mais rapidement pour expliquer ça, si on se concentre sur les options en ligne les plus citées pour un PEA jeune, avec Trade Republic, Bourse Direct, Boursobank et Easy Bourse, il n'y a pas un meilleur choix universel, il y a surtout un choix qui, comme je l'ai déjà dit, dépend de l'usage réel. Petit montant régulier, gros ordre ponctuel, besoin d'une bonne application, besoin d'automatiser, etc., etc. Donc pour résumer, pour moi, Trade Republic, c'est le plus simple pour débuter. Si notre objectif, c'est d'investir régulièrement sans se prendre la tête. Et pour ce broker, les frais sur Euronext sont affichés à 1 € sur plusieurs tailles d'ordre, ce qui donne une structure de coût très lisible et très faible. Et on a aussi 0 € par ordre si on automatise nos investissements. L'autre point différenciant, c'est l'investissement du coup programmé, comme je l'ai dit. C'est précisément ce qui permet à beaucoup de jeunes de tenir leur stratégie sans émotion, puisqu'on automatise et on n'a plus à décider tous les mois. Et sur cette plateforme, c'est aussi un gros argument que si on utilise ces plans d'investissement programmés, on n'a pas de frais de commission. Et on aura une expérience sur l'application qui sera très simple, mais qui ne va pas nous permettre d'aller très en profondeur sur nos choix d'investissement. Donc si l'objectif c'est un plan simple en DCA sur 1, 2, 3 ETF, c'est pour moi l'option la plus simple. Et quand on est entre 18 et 25 ans, qu'on débute, qu'on ne sait pas trop comment faire, c'est pas notre passion l'investissement, ça peut faire sens d'aller sur Trade Republic pour juste débuter étape par étape et pour l'automatiser. Autre option, Bourse Direct, c'est plutôt l'option courtier pur, très compétitif sur les frais avec un univers d'investissement plus large, mais une expérience généralement plus austère. Donc au niveau des ordres sur Euronext, quand on fait un ordre à 500 €, on est à 0,99 centimes. Et quand on fait des ordres à 2500, 5000, 10 000 €, les frais restent bas, 3, 4, 5, voire 10 € selon les ordres. Et sur leur grille officielle, la logique est dégressive, puisque plus on fait des ordres élevés, plus le coût unitaire, donc des frais en pourcentage, va être faible. Et pour moi, c'est un bon point si on veut un courtier spécialisé avec une bonne profondeur bourse, une tarification solide et qu'on est prêt à faire des ordres assez élevés. Après, ce qu'il faut retenir, c'est un PEA jeune. Le plafond de versement, c'est 20 000 €. Donc, à moins qu'on veuille faire 2 ordres de 10 000 € ou un ordre de 20 000 €, je suis pas sûr que ça fasse le plus sens, sauf si on a un PEA jeune et après, bientôt, on va passer par un PEA classique et on anticipe le fait que là, on a ce PEA jeune et après, on va avoir un PEA classique plutôt de passer, par exemple, au début sur Trade Republic, après de faire un transfert vers un autre broker. Bref, dans ce cas-là, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Autre option, Boursobank, c'est souvent le choix pratique si on veut regrouper tous nos comptes au même établissement, donc banque au quotidien plus bourse et avoir une bonne application. Donc si on choisit Boursobank pour le PEA jeune ou même pour d'autres comptes d'investissement, c'est plutôt cher par rapport à d'autres courtiers. Sur le PEA et PEA jeune, il peut y avoir des ordres minimum à passer et après on va être plafonné et au niveau des frais qu'on va payer peut-être 0,5%. Je sais que les frais sur Boursobank varient assez régulièrement, donc je vous mettrai en description le lien de la grille tarifaire Boursobank parce que ça risque de changer. Mais bref, pour moi, Boursobank, c'est une banque un peu plus chère qui fait sens si on a une confiance absolue du coup à Boursobank qui est backé avec Société Générale qui détient Boursobank et en plus si on veut tout centraliser dans du coup cette banque, si on a un compte bancaire chez Bourso, un PEA, on veut mettre d'autres choses, avoir tout sur un établissement, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Et dernière option en ligne, on va avoir Easy Bourse qui est souvent présenté comme le compromis entre cadre bancaire un peu à l'ancienne et nouvelles technologies avec une interface en ligne. Ça a des frais corrects sur les petits montants, mais c'est quand même beaucoup moins compétitif que Trade Republic ou Bourse Direct et ça va peut-être être moins cher que Boursobank, mais l'interface est quand même bien moins agréable, bien moins user-friendly que Trade Republic ou que Boursobank. Et pour moi, là où Easy Bourse peut garder du sens, c'est si on accorde une importance vraiment très forte au cadre bancaire classique, un peu à l'ancienne et à l'accompagnement déjà d'un écosystème avec la banque postale. Donc bref, si je devais résumer parmi ces 4 courtiers en ligne, je dirais que donc, premièrement, Trade Republic, si on est un débutant, on passe des petits ordres tous les mois et on veut automatiser la chose.
ça peut faire sens d'aller sur Trade Republic. Le deuxième cas, bourse directe, c'est on est prêt à aller sur une plateforme un peu plus technique, on est prêt à passer plus de temps pour comprendre et peut-être on va se rapprocher de nos 25 ans, on va bientôt sortir du cadre d'être rattaché fiscalement à nos parents et on sait que bientôt on va avoir un PEA classique, donc ça peut faire sens. Autre cas du coup qui est bourse aux banques, c'est on veut tout regrouper au même endroit parce que ça va être plus simple de gestion, mais en contrepartie, on va avoir des frais de transaction qui vont être un peu plus élevés. Et enfin, Easy Bourse, c'est plutôt pour moi la moins bonne option parce que c'est plus cher, c'est moins agréable d'utilisation. Juste, ça peut être un peu plus sûr parce que c'est vraiment bien backé par une banque à l'ancienne. Mais après, comme je vous l'ai dit, l'interface est moins sympa et les frais sont quand même plus élevés. Partie 10, questions fréquentes. On va finir cette vidéo par une mini FAQ rapide pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent sur le PEA jeune. Première question, peut-on avoir plusieurs PEA jeune? Et non, une personne ne peut détenir qu'un seul PEA classique ou PEA jeune. Et donc, un jeune rattaché fiscalement à ses parents ne peut détenir qu'un seul PEA jeune. Et lorsqu'il devient indépendant fiscalement ou qu'il a 26 ans, ce PEA jeune devient un PEA classique. En revanche, au sein d'un foyer fiscal, chaque membre majeur peut avoir son propre PEA. Dans la limite de PEA par foyer fiscal, c'est pour ça qu'on peut avoir des enfants qui ont un PEA jeune. Peut-on transférer son PEA jeune si on a fait le mauvais choix? Et oui, il est tout à fait possible de transférer son PEA d'un établissement à un autre sans perdre l'antériorité fiscale. C'est une procédure administrative qui peut prendre du temps, mais elle est autorisée et on peut avoir des frais de transfert. Après, ce qui peut se passer, c'est que si on transfère notre PEA d'une banque A à une banque B, la banque B peut nous payer les frais de transfert parce qu'elle va réceptionner tout notre portefeuille et elle va gagner de l'argent sur les futurs ordres qu'on va faire. Donc, elle peut se permettre de payer les frais de transfert parce qu'elle va gagner à la longue avec vous. Autre question qui arrive parfois, malheureusement, que se passe-t-il en cas de décès? Donc, en cas de décès, le PEA est clôturé, les titres sont intégrés à la succession et les gains accumulés ne bénéficient plus du cadre fiscal du PEA et entrent dans le patrimoine transmis. Maintenant, peut-on perdre de l'argent avec le PEA ou le PEA jeune? Bien sûr, oui, je l'ai déjà dit au début, c'est un point essentiel. Le PEA ne protège pas contre le risque de marché. Si les actifs détenus baissent durablement, la valeur du plan peut être inférieure aux sommes investies. La fiscalité avantageuse optimise les gains, mais elle ne garantit pas la performance. Donc, pour résumer, le PEA jeune, c'est une excellente idée pour un jeune entre 18 et 25 ans, rattaché fiscalement au foyer fiscal de ses parents, qui a déjà une petite épargne de sécurité, qui comprend que l'investissement en actions implique de la volatilité et donc un peu de risque, et qui est prêt à s'inscrire dans un horizon de long terme, au moins 5 ans. Donc, ce n'est pas adapté à quelqu'un qui cherche un placement garanti ou un support pour un projet à court terme. Mais pour un jeune qui veut poser les bases de son patrimoine, comprendre les marchés et optimiser sa fiscalité dès le départ, c'est un outil particulièrement cohérent. Si tu envisages d'ouvrir un PEA jeune, je te recommande de consulter mon comparatif détaillé pour choisir le meilleur établissement en fonction des frais et de ton profil. Le lien est dans la description. Et si maintenant tu souhaites aller plus loin et apprendre concrètement comment investir en bourse de manière structurée, j'ai également mis à disposition une formation 100% gratuite pour comprendre les bases, ETF, diversification, gestion du risque, construction d'un portefeuille. Bref, l'objectif, c'est pas d'investir vite, l'objectif, c'est d'investir intelligemment et de comprendre en profondeur. Donc, j'espère que cette vidéo sur le PEA jeune t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à me partager ton avis sur le PEA jeune, lequel tu utilises. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences avec certains courtiers? Est-ce que tu as dû faire des transferts? Bref, je répondrai à tous les commentaires. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.